À l'instar des années précédentes, la 12e édition de la Journée du Tirailleur a été célébrée à la Maison du Combattant en présence des autorités administratives et militaires. La commémoration est marquée par le dépôt de gerbes de fleurs au monument dédié à la mémoire des anciens combattants ayant combattu pour l'Empire colonial français. Le président de l'Union régionale des anciens combattants nous plonge dans le récit des deux guerres mondiales. Ce sont 6 bataillons de tirailleurs sous le pelonnage de pluie intense, les tirs de mitraillettes et des jets de gaz qui ont assuré la défense et la libération de Verdun et de Rennes sur un front de 30 km, soit un bataillon sur 5 km. Guerre de 1939-1945. Elle s'est déroulée entre le 3 septembre 1939 et le 4 décembre 1945. 8 mois de cauchemar, 18 mois de cauchemar. Il y en a plus de 42 millions de morts au sein des pays en conflit. C'est à l'URSS, la Pologne, l'Allemagne, le Japon, l'Italie, la Chine, l'USA, la France et la Yougoslavie. 250 000 soldats constitués par la France, USA, Grande-Bretagne, Canada, au moment de l'opération du débarquement de Normandie le 6 juin 1944, à 6 h du matin. Plus de 1000 morts. Les Allemands, pris par Hector sur tous les fronts, ont capturé le 7 mai 1945. Instaurée depuis 2004, la Journée du Tirailleur reste désormais l'occasion pour commémorer le rôle et le sacrifice des soldats africains des colonies ayant combattu pour la France pendant les 2 guerres mondiales, afin que les nouvelles générations se souviennent qu'à l'heure des rendez-vous, des batailles pour la liberté, l'Afrique était présente. En cette importante journée dédiée aux tirailleurs, ces anciens combattants qui ont combattu avec dignité, courage et abnégation au nom des idéaux de liberté et de paix. Saisissant l'occasion, je voudrais avoir une pensée pieuse à l'endroit de ceux-là qui sont tombés dans les différents théâtres d'opération à travers le monde, comme vous venez de le rappeler, Monsieur le Président. En plus d'avoir affronté l'ennemi lourdement armé, ils ont souvent fait face à un terrain hostile et à un climat rugueux, allant du froid glacial de l'Europe à la chaleur suffocante du désert de l'Afrique, sans oublier la forêt dense et les routes sinueuses de l'Asie. Armés de leur courage et de leur détermination, ils ont rendu leur fierté à l'Afrique en contribuant à libérer l'Europe de la tyrannie du dictateur et l'Afrique de l'effronterie du colonisateur. Situé à 60 km de Ziguinchor et à 18 km de Souy, Elinkine est un village composé de 3500 habitants, des pêcheurs pour la plupart, ce qui s'explique par sa position géographique. À Elinkine, on y trouve diverses nationalités et ethnies, un aspect qui marque sa spécificité. Le fondateur s'appelait Omar Théou. Donc qui dit Théou n'est pas Casamance, il est venu du nord. Et il a fondé le village là où se trouve l'actuel campement villageois, qu'il avait surnommé Santhiaba. Connaissons le mot Santhiaba en Wolof qui veut dire création. Elinkine est l'un des villages les plus cosmopolites du Sénégal. Donc vous avez les Sierra Leone, des Sénégalais. Entre les religions, il n'y a pas de problème. Entre les ethnies non plus, il n'y a pas de problème. Toute personne, qu'il soit fonctionnaire ou ailleurs, qui vient à Elinkine, il trouve son parent par le nom de famille ou autre. Dépendant de la commune de Moulamp, le village d'Elinkine est un point de départ en pirogue vers les îles comme Carabane, Djogé et Sifoka, entre autres. Les populations de ces villages n'ont pas accès à l'eau potable, un besoin qu'elles souhaitent satisfaire. On ne peut pas se développer sans électricité et eau. Donc nous avons déjà, le courant est arrivé, il reste l'eau, eau, source de vie. Donc c'est ça, nous avons besoin
Présentement, nous sommes semi-ville. Avant, on n'était ni village ni ville. Quand le courant est arrivé, on est semi-ville. Maintenant, il faut attendre l'eau pour que Elinkine soit ville. Carrefour fluvial et de pêche, Elinkine bénéficie des bienfaits de sa position géographique. Il est une véritable attraction touristique et participe au développement économique de la localité, autrement dit du Kassa. La future administration de Donald Trump se dessine et fait couler beaucoup d'encre outre-Atlantique. Après avoir promis de défaire les réglementations pour lutter contre le réchauffement climatique, le président élu des États-Unis a nommé hier le général Scott Pruitt à la tête de l'Agence américaine pour l'environnement. Également procureur, l'homme est un allié des industries fossiles, selon le New York Times. À la sécurité intérieure, c'est un autre militaire de carrière, le général 4 étoiles John Kelly, qui est choisi. Souvent en désaccord avec l'administration sortante de Barack Obama, l'ancien Marines est favorable à la construction d'un mur le long de la frontière avec le Mexique. Le gouverneur de l'Iowa, Terry Branstad, va lui devenir ambassadeur des États-Unis à Pékin. Une nomination qui fait grincer des dents à Washington, mais qui réjouit la diplomatie chinoise. Enfin, Linda McMahon sera en charge des PME. Cette femme d'affaires, cofondatrice de la Fédération de catch américaine, avait versé près de 6 millions de dollars à Donald Trump à la fin de sa campagne électorale. Le Premier ministre italien Matteo Renzi a rencontré les membres de son parti, le Parti démocrate, avant de présenter sa démission du gouvernement. Devant ses amis, il a défendu son bilan, ses 1000 jours passés au pouvoir. Au revoir à tous et merci. Signé de sa main quelques mots pour annoncer sa démission dans l'après-midi. Le président de la République réserve sa décision sur la suite et a demandé au gouvernement de continuer à gérer les affaires courantes, a déclaré le porte-parole de la présidence. Le chef de l'État va commencer les consultations avec les partis politiques demain à 18h. Matteo Renzi a donc remis sa démission en début de soirée au chef de l'État, Sergio Mattarella. Lundi, le président lui avait demandé de reporter sa démission après l'adoption définitive du budget 2017. Ce budget a été approuvé dans l'après-midi par le Sénat italien. La prochaine étape revient au président qui devra choisir entre élections anticipées, gouvernement technique et réforme électorale. Reddition massive des combattants de Boko Haram dans la région du lac Tchad. L'affirmation est de Muhammadu Buhari. Le président nigérian s'est exprimé lors du sommet régional de Dakar sur la paix et la sécurité qui s'est refermé ce mardi. Il explique que les militants de la secte islamiste se sont rendus sous la pression des troupes de la force mixte multinationale de l'Union africaine. En septembre dernier, l'armée nigériane a indiqué avoir recueilli les armes de 135 combattants de Boko Haram. Ils s'étaient rendus à la suite d'un raid aérien dans une petite ville non loin de la frontière avec le Cameroun. À Dakar, le président Buhari a en outre souligné qu'aucune localité n'était plus contrôlée par les hommes de la nébuleuse dans l'état de Borno. Un état qui est depuis 2009 soumis aux exactions de Boko Haram.